Le fonctionnement du système de gestion des finances publiques en République démocratique du Congo connaît depuis plusieurs années des graves faiblesses, lesquelles n'ont pas permis au pays de Lumumba de s'affirmer comme État moderne dans les concerts des nations. Finances publiques, quel rôle dans la croissance économique et la lutte contre la pauvreté? Avec nous sur ce plateau, professeur Mathias Boboakayembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Vous êtes professeur de droit économique, je dois préciser. D'ailleurs, j'ai sous la main votre ouvrage intitulé Les finances publiques congolaises, c'est paru en 2019. C'est un ouvrage récent. Oui, donc droit économique et finances publiques également. Tout à fait. Alors, professeur, avant de commencer, dans les termes clairs, le concept finances publiques, ça veut dire quoi? Le concept finances publiques, c'est la discipline scientifique qui a pour objet l'étude des moyens par lesquels le pouvoir central, les entités territoriales décentralisées se procurent des ressources et utilisent ces ressources dans un document appelé budget, donc pour atteindre les objectifs que l'État ou les entités poursuivent. On a toujours noté, professeur, dans notre pays, un déséquilibre. En tout cas, il est béant entre les moyens mobilisables par l'administration et les besoins de viabilité de l'État. Pourquoi c'est si difficile de combler cet écart? Bon, c'est difficile de combler cet écart parce que les moyens mobilisés sont insuffisants par rapport aux besoins. Les besoins sont énormes. Si on prend un pays comme le Congo, il y a des besoins déjà de fonctionnement, des besoins de prise en charge du personnel administratif travaillant pour l'État, mais il y a des besoins également, comme vous le savez, nous sommes confrontés à une guerre dans la partie est de notre pays. Il faut faire face à cette guerre-là. Il faut faire face également aux infrastructures, aux besoins de créer des infrastructures routières, énergétiques, un peu partout, et de relancer des secteurs comme l'agriculture et d'autres secteurs. Tout ça, comparé aux ressources, aux recettes qui sont réalisées, donc est plus important que les recettes réalisées. Donc c'est ça en fait le déséquilibre dont vous avez parlé. On pense toujours que notre État n'est pas viable. Quels sont les critères de viabilité d'un État qui se veut moderne? Bon, la viabilité, c'est la capacité, on en parle souvent lorsqu'il est question de la dette, de l'endettement. Pour accéder à l'endettement, il faut montrer qu'on a la viabilité nécessaire pour dégager des ressources. Lorsque vous avez emprunté, vous pouvez dégager des ressources suffisantes pour pouvoir rembourser la dette en question. Donc, cette viabilité, c'est par rapport à l'appareil productif pouvant exister dans notre pays. Parce qu'en fait, les recettes de l'État, les ressources de l'État sont perçues sur base de la production, de l'activité économique, c'est-à-dire la production, la circulation des biens et la consommation des biens. C'est ça qui constitue la base. Donc si cette base économique est insuffisante, on peut dire que le pays n'est pas viable sur le plan économique ou bien sur le plan financier. Nous sommes un scandale géologique, ça ce n'est plus un secret pour personne, c'est une évidence. Beaucoup pensent qu'ils peuvent mieux faire une fois aux affaires. On sent les mêmes blocages qui continuent depuis 60, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. On a du mal à s'en sortir. Professeur, vous êtes professeur de droit économique, dites-nous, sincèrement, qu'est-ce qui fait que tout le monde se bloque une fois arrivé aux affaires? Pourquoi on ne sait pas quel est le mécanisme qui nous manque pour pouvoir décoller une bonne fois pour toutes? Bon, le blocage, il est structurel.
Donc c'est un blocage qui perdure, comme vous l'avez dit, depuis l'indépendance. Mais il faut casser en fait ce cercle vicieux-là. Il faut arriver à le casser. Le casser, c'est injecter des liquidités, notamment dans les investissements productifs, comme je l'ai dit, dans les infrastructures et dans des secteurs comme l'agriculture. Donc, je crois que on devrait percer le budget de l'État ou le budget de l'État ne doit pas être un budget de simple fonctionnement. Le budget de l'État doit également être un budget d'investissement. Si on se met à injecter beaucoup d'argent dans les investissements, non seulement l'argent public, mais également l'argent privé, on peut arriver à casser le cercle vicieux. Mais ce n'est pas vraiment ça souvent qui arrive, parce que les responsables politiques, quand ils arrivent, ils sont confrontés aux choses journalières qu'il faut gérer, aux questions journalières qu'il faut gérer, et parfois... On oublie l'essentiel. Ils oublient l'essentiel. Il y a un étudiant, certainement d'Elinikin, qui avait suivi cette émission par rapport au budget comme instrument de développement. Pour lui, professeur, l'étudiant trouve que la culture des normes qui nous manquent et les non-respects des compétences, le respect des compétences fait défaut, c'est ce qui fait à ce qu'on puisse patauger. Est-ce qu'on est dans l'arbitraire? Bon, le respect des compétences, ce n'est pas que toutes les compétences doivent aller travailler au gouvernement, non. Mais toutes les compétences, lorsqu'elles sont décelées, elles devraient travailler pour le gouvernement. C'est comme ça que, si vous voyez dans des pays comme les États-Unis, la France, les compétences travaillent pour le gouvernement. Lorsque le gouvernement veut prendre une décision, il se réfère à des compétences qui existent pour un papier, une étude faite par les intéressés. Est-ce que ces compétences sont regroupées? Est-ce qu'on sait là où aller le puiser? Ah ben, on les prend à l'université notamment. Hein. Mais non seulement à l'université, on peut les prendre, disons, dans... Vous savez, lorsqu'on parle de finances publiques, les spécialistes de finances publiques sont connus. Hein. Parce que les spécialistes de finances publiques ont travaillé ensemble plusieurs années, se connaissent, ont été à des réunions à Washington, à gauche, à droite. Ces spécialistes sont là. Mais c'est très, très difficile parce que les gens disent mais les professeurs d'université, ils n'ont rien fait pour le pays, etc., etc. Mais un professeur d'université, lorsqu'il n'est pas décideur, c'est très, très difficile d'accéder déjà à la décision. Et c'est très difficile lorsqu'on y est d'être parfois écouté. Ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile. D'ailleurs, c'est la même chose pour les étudiants. Vous dites que ce sont les compétences qui sont facilement trouvables au niveau des universités. Mais lorsque ces étudiants terminent, on les croise dans la rue avec des dossiers. Ils ne savent à quelle porte toquer. Même quand ils toquent à des portes, ces portes sont hermétiquement fermées parce qu'il faut faire partie d'un parti politique. Il faut avoir, il faut appartenir à la famille de X. Est-ce que ce n'est pas sur base de ces critères que nous sommes bloqués aujourd'hui, professeur? Oui, on doit débloquer cela parce que ça ne fait pas plaisir, même à nous-mêmes, les enseignants, de former des gens qui ne sont pas employés après, qui sont en train de vagabonder à travers la ville sans emploi. Donc je pense, j'ai lu un document sur un pays de l'Afrique australe. Ce pays-là, c'est le gouvernement de ce pays-là qui prend l'engagement d'engager les gens, de recommander les étudiants à des postes d'engagement. Par exemple, aujourd'hui, il y a le secteur minier dans le Katanga. Le gouvernement devrait recommander des finalistes pour aller travailler dans ces mines-là. Il ne faut pas laisser que ce soit des Chinois qui viennent prendre nos emplois, les Indiens qui viennent prendre des emplois. Aujourd'hui, dans les supermarchés, le gouvernement devrait s'organiser pour dire dans un supermarché, pas plus de 2 ou 3 étrangers. Les autres doivent être Congolais et recommander des Congolais. Donc, c'est là. Nous, on a formé ces gens. Ce n'est pas à nous de pouvoir aller leur chercher un emploi. C'est le gouvernement qui doit leur chercher un emploi. Donc, non seulement les recommander auprès des structures qui existent,
faire en sorte qu'il y ait beaucoup de structures, faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui fonctionnent dans ce pays pour pouvoir employer ces gens-là. Et ce n'est pas très, très difficile. Vous parlez des Chinois, on sent qu'ils sont protégés. Par qui, finalement, tout le monde décline la responsabilité. Est-ce que ces Chinois sont tombés du ciel dans notre pays? Ils sont tombés du ciel, oui. Ils sont tombés du ciel. Je ne pense pas qu'ils soient protégés. Parce qu'ils entrent par le Katanga là-bas, ils entrent par Kasumbalesa, ils entrent dans des conteneurs et tout. Ils se retrouvent ici, ils se mettent à travailler. Sans papier. Est-ce que le contraire est faisable en Chine? Non, ce n'est pas faisable. Si on vous attrape en Chine en train de faire ça, on vous tire une balle dans la tête. Hein. On vous tire une balle dans la tête. Donc, il y a la permissivité chez nous qui favorise ce genre de choses. Ce qu'on trouve là, au Kivu et tout ça, ils doivent être arrêtés. Au Bamo, ils doivent être arrêtés. Et leurs sociétés doivent être soumises à des amendes très lourdes. Donc, je crois que l'État est distrait par des situations politiques qu'il connaît, mais il est temps aussi qu'il se mette à travailler pour gérer le pays. La passivité de l'État par rapport à tous ces étrangers qui entrent à tout bout de champ dans notre pays est quand même condamnable. Est-ce que les décideurs ont une crainte justifiée de ne pas brutaliser tous ces gens qui entrent chez nous de manière clandestine? Bon, ils ont une crainte parce que finalement, ce sont des membres des pays qui sont partenaires au Congo. Bon, la Chine, c'est un pays partenaire. Par ailleurs, la Chine a beaucoup de projets qu'elle développe dans notre pays. Donc, je crois qu'on ne va pas y aller de n'importe quelle manière. Il faut un traitement professionnel de ces situations-là pour éviter qu'il y a aussi les droits de l'homme et tout ça. Je crois que le problème, c'est montrer qu'on est capable de gérer notre pays. Il est grand, bien sûr. Il a beaucoup de ressources, bien sûr, qui attirent beaucoup de gens. Mais montrons que nous avons la capacité de le gérer. C'est que les Congolais ne peuvent pas aller faire dans les pays voisins. Les pays voisins ne peuvent pas venir le faire chez nous. Nous avons des militaires, nous avons des policiers, nous avons des administratifs qui doivent monter leur capacité d'assurer la gestion du pays. Nos finances publiques doivent contribuer à éradiquer la pauvreté qui sévit un peu partout à travers l'ensemble de la République. Lorsque vous allez dans les zones minières, dans des régions minières comme les Katanga, je parle des Katanga, de l'ancien Katanga, je dis de manière générale, il y a une misère parfois indescriptible derrière quelques routes bétonnées. Comment expliquer ces paradoxes là où sortent des millions de dollars, même si c'est bradé aussi, parce que ces minéraux ne sortent pas au vrai prix, c'est bradé. Comment expliquez-vous cette continuité des misères année après année? Oui, mais j'ai été notamment dans le Katanga, je suis allé à Kundelungu, et je suis passé sur une bonne route qui était bien faite. Mais les journalistes qui étaient avec moi dans la voiture m'ont dit, mais grand frère, les gens parlent toujours du Katanga, mais ici nous souffrons, les gens souffrent, il y a la misère totale ici. Cette misère, on dirait même qu'elle est comparable à la misère que j'ai vue dans le Kasaï. Mais c'est ça le problème. Parce qu'en fait, ces mines-là n'ont pas d'influence sur la situation des gens. Hein, c'est comme des zones impénétrables. Ils exploitent, ils mettent dans des camions, ça part. Mais toutes les populations autour n'en bénéficient pas. Donc, c'est un problème de politique, en fait. On a mis en place la politique de sous-traitance qui permet à des locaux, à des Congolais locaux de pouvoir bénéficier des miettes. Bénéficier des miettes. Mais il faut quand même que cette politique fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on constate? Toutes les compagnies chinoises et autres installées ici font leurs achats en Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui en bénéficie. C'est la Zambie qui en bénéficie. C'est l'Ouganda qui en bénéficie. Mais parce qu'on ne prend pas la décision, on doit prendre la décision de dire que
c'est fini, ça ne doit pas se faire comme ça. On doit le signifier à ces sociétés-là, qu'elles doivent acheter auprès des Congolais, des compagnies congolaises locales, au lieu d'aller acheter en Ouganda. Et c'est tout ça qui nous attire des ennuis, parce que ces gens vivent tellement bien avec notre argent qu'ils se disent « Ah, mais comment ?» Donc, allons sur place, allons créer l'insécurité. Comme ça, on va empêcher ces gens de vivre et comme ça, nous, on va en être de grands bénéficiaires. Je crois que c'est un problème de décisions qui doivent être prises par les responsables étatiques, notamment pour dire que la sous-traitance doit revenir absolument aux Congolais et pour dire qu'ils doivent avoir une politique. On doit leur désigner le nombre d'étrangers qui peuvent être employés dans ces sociétés-là. Hein? Peut-être 1% étrangers, 99% Congolais. Donc on ne peut pas y aller comme ça sans normes. Il faut mettre des normes en place et ça ne doit pas s'arrêter à mettre des normes en place, il faut les appliquer. Il faut un organisme congolais qui peut dispatcher les jeunes universitaires dans ces sociétés-là qui fonctionnent. Vous parlez de l'Afrique du Sud, l'Ouganda et d'autres pays qui bénéficient, c'est qu'ils devaient revenir aux Congolais, mais pas plus tard qu'hier, le gouvernement congolais s'est engagé dans un partenariat avec le Rwanda pour travailler de l'or sur les sols rwandais. Est-ce qu'on a conscience que ces matières premières peuvent terminer, finir un jour, et que nous aurons la grande responsabilité parce qu'on n'en a rien foutu depuis la nuit des temps? Bon, écoutez, les investissements peuvent venir de n'importe quel pays. Moi, ça ne m'effraie pas. Faire appel à une compagnie rwandaise, d'ailleurs, si vous creusez bien, vous allez voir que c'est une compagnie indienne. Qui se cache derrière le Rwanda. Oui, elle vient du Rwanda, mais la plupart des compagnies qui produisent là-bas ou qui construisent, sont des compagnies indiennes ou chinoises, etc. Donc, je ne suis pas effrayé. Les investissements peuvent venir de tous les pays possibles, hein, même des pays voisins, pourquoi pas. Du moment que ça se fait dans des normes, du moment qu'ils vont payer les impôts, ils vont employer des gens, et c'est tout à fait normal. Hein, parce qu'on ne va pas dire que les investissements viennent seulement de l'Italie ou bien de tel pays. Ça peut venir du Rwanda, pourquoi pas. Le Rwanda n'est pas notre ennemi, hein? Bon, j'espère. Nous avons perdu, c'est le terme employé, 60 ans depuis l'indépendance, sans pouvoir travailler normalement. Comment voyez-vous les 60 années à venir pour les Congos de Lumumba dans les conditions qui sont les nôtres actuellement? Sachant, professeur, que beaucoup de jeunes rêvent plutôt aller ailleurs. J'ai même vu dans une vidéo devenir viral sur la toile un professeur, un pasteur, un prophète qui prophétise son interprète, qu'il a fait un rêve, qu'il allait obtenir un visa américain grâce à la loterie. Et les jeunes hommes étaient foujoyés. Comment faire pour inverser la tendance pour que les visas congolais, n'est-ce pas, soient les visas les plus recherchés au monde? Bon, nous devons travailler, mais tout en sachant que travailler suppose qu'il y ait un partenariat solide entre le secteur public et le secteur privé. Nous devons essayer de faire les choses autrement que nous avons fait jusqu'ici, parce que, en fait, ce n'est pas que nous n'avons pas travaillé il y a 60 ans. Il y a quand même des choses qui ont été réalisées, qui n'existaient pas du temps colonial. Mais la population a augmenté. En 60, nous étions 15 millions. Maintenant, on parle de 100 millions. La population ne fait qu'augmenter, donc nous devons adapter nos capacités de gestion, nos capacités de production pour gérer ça, pour offrir des services à 100 millions. C'est ça le problème. Il faut de nouvelles routes, il faut des hôpitaux, il faut des routes interprovinciales. Nous devons être très, très actifs, travailler avec les institutions qui existent, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, les fonds cohésiens, les fonds des Chinois et autres, mais mettre en place des experts qui peuvent bien lire les contrats que nous allons signer. Parce que bien souvent, on signe des contrats de gré à gré,
est bien pensé par ces gens-là, par ces Chinois-là. Ils ont bien pensé leur contrat pour nous rouler. Nous baiser, en fait. Donc, si nous signons n'importe quoi, et demain, ça va être... nous sommes en train de renvoyer sur les générations à venir des conséquences qui seront difficiles à assumer. Dernière question pour terminer, professeur. Vous avez suivi la communication de l'Inspection générale des finances qui déclare, je cite, que les régies financières, notamment la DGDA, l'OFIDA, la DGI, ont mobilisé depuis janvier 500 millions de dollars le mois contre 300 millions il y a 2 ans pratiquement. Et pourquoi on ne sent pas l'impact de ces mobilisations au niveau du panier de la ménagère, pour ne pas parler du sachet de la ménagère, parce que le panier encore pèse? Oui, c'est vrai. Il y a eu quand même un effort de mobilisation des recettes il faut louer. Il y a eu la participation de l'Inspection générale des finances. Cet effort-là. Mais comme on l'a souligné ici, cet effort ne peut être compris, jugé qu'à la lumière des charges, des dépenses étatiques, publiques, que cet effort permet de réaliser. Ce n'est pas un effort qui doit rester. Bien souvent, je vois des responsables qui font des rapports en disant les recettes ont augmenté. Mais les recettes ont augmenté, ne peuvent être comprises que par rapport aux dépenses que cela permet de faire. Si ces recettes permettent de faire quelques dépenses, ont permis de faire quelques dépenses, on peut dire que ça a augmenté à l'intérieur d'un seuil de faiblesse des recettes. À l'intérieur d'un niveau de faiblesse des recettes, ça a augmenté. Mais ça n'a pas dépassé la limite acceptable. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les recettes puissent être perceptibles, suffisantes. Professeur Mathias Bobokayembe, merci d'avoir été le nôtre pour cet entretien. C'est bien, il faut continuer à mobiliser des recettes pour répondre aux besoins de la population, parce que lutter contre la pauvreté, il faut s'adapter, professeur, vous avez dit. Voilà, il faut s'adapter, il faut monter notre capacité à répondre aux préoccupations des gens. Il faut déjà aussi mettre en place des politiques de planification familiale. Parce que, bon, nous allons être 200 millions. Comment nous allons gérer 200 millions? Ça va être des guerres civiles et tout ça. Il faut aussi planifier pour que ça soit un chiffre gérable. Donc, acceptable. Dans les conditions qui sont les nôtres, les naissances en cascade, les jumeaux, non, les quadruplés et tout ça, ça ne permet pas. Ça ne doit pas être vraiment de bonnes nouvelles, là, pour en parler. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Ouais. Merci, professeur. Alors, ceux qui veulent avoir beaucoup d'enfants, je crois qu'il faudra faciliter l'État congolais. Mais ceux qui veulent aller à l'étranger, il y a des jeunes qui veulent aller à l'étranger, mais c'est peut-être leur droit. Même les Chinois ont envoyé beaucoup de gens à l'étranger pour apprendre et rentrer en Chine, travailler pour la Chine. Ce n'est pas aller à l'étranger pour rester à l'étranger, mais c'est pour acquérir des connaissances et revenir. Ceux qui sont ici aussi, il y en a qui acquièrent des connaissances dans les universités ou dans d'autres structures de formation. Nous devons nous mettre tous ensemble pour travailler pour le Congo. Tous ensemble, travaillons pour le Congo. Merci beaucoup, professeur Mathias Bobokayembe, d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. L'entretien Télé 50 revient dans pas longtemps. Au revoir.